La fin du XVIIIe siècle fut une période de changement profond en Europe. Les Lumières, un mouvement philosophique mettant l'accent sur la raison et la liberté individuelle, avait pris racine à travers le continent. Des penseurs comme John Locke et Jean-Jacques Rousseau ont remis en question les notions traditionnelles d'autorité et de gouvernance. Leurs idées, diffusées dans les salons et les ouvrages imprimés, ont trouvé un écho auprès de segments croissants de la société. De l'autre côté de l'Atlantique, les colonies américaines s'étaient soulevées contre la domination britannique, leur victoire en 1783 témoignant de la puissance des idéaux révolutionnaires. La France, pourtant royaume puissant, n'était pas à l'abri de ces courants de changement. La monarchie française, sous Louis XVI, paraissait forte en apparence. La France possédait un vaste empire, une armée formidable et un riche patrimoine culturel. Pourtant, sous cette façade de grandeur, des fissures commençaient à apparaître. Des années de dépenses somptuaires de la part de la monarchie, associées à des guerres coûteuses, avaient épuisé le trésor français. Le fardeau de l'impôt pesait lourdement sur la paysannerie et la classe moyenne émergente, tandis que la noblesse et le clergé bénéficiaient d'importantes exemptions. Le ressentiment envers ce système inégal s'est intensifié, alimenté par l'accent mis par les Lumières sur l'égalité et la souveraineté populaire. La Révolution américaine, en particulier, exerçait une puissante fascination sur beaucoup en France. Voilà une nation née de la rébellion contre un pouvoir apparemment invincible, son succès un phare d'espoir pour ceux qui aspiraient au changement. Les officiers français, dont beaucoup avaient combattu aux côtés des Américains, sont rentrés chez eux imprégnés de zèle révolutionnaire. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, inscrits dans la Déclaration d'indépendance américaine, ont trouvé un terrain fertile dans le cœur et l'esprit de nombreux Français. Le décor était planté pour un bouleversement dramatique, un bouleversement qui allait à jamais changer le cours de l'histoire de France. La France, avant 1789, croulait sous l'Ancien Régime, un système enraciné dans la monarchie absolue. Au sommet se tenait le roi, son autorité absolue, sa parole loi. La société française était divisée en trois ordres distincts. Le tiers-État supportait le poids de l'impôt et ne disposait que d'une faible représentation politique. Les émeutes et les protestations, alimentées par la faim et le désespoir, sont devenues fréquentes. La notion de souveraineté populaire a trouvé un écho profond. La France, mûre pour le changement, se trouvait au bord de la Révolution. La France, malgré sa grandeur apparente, était au bord de la ruine financière. Des décennies de dépenses extravagantes de la monarchie, associées à des campagnes militaires coûteuses, avaient en vidé les coffres royaux. Le château de Versailles, monument à l'excès royal, était un symbole puissant du décalage entre l'opulence de la cour et les luttes des Français ordinaires. Le fardeau de l'impôt pesait lourdement sur les épaules du tiers-État, la grande majorité de la population française. À mesure que la crise financière s'aggravait, les appels à la réforme se faisaient plus pressants. La monarchie, désespérée par le manque de recettes, a tenté de mettre en œuvre des réformes fiscales, mais ces mesures se sont souvent avérées trop limitées et trop tardives. Les difficultés financières de l'État français ont mis à nu les inégalités profondes et les dysfonctionnements systémiques qui minaient de l'Ancien Régime. Au cœur de l'ordre social français se trouvait une inégalité fondamentale, la division de la société en trois ordres distincts. Le premier ordre, composé du clergé, jouissait d'une immense richesse et de privilèges. Le deuxième ordre, la noblesse, bénéficiait également de ce système de privilèges. Le tiers-État supportait le poids de l'impôt et ne disposait que d'une représentation politique limitée. Les paysans se sont insurgés contre le poids de l'impôt et des droits seigneuriaux. La France était une poudrière, n'attendant qu'une étincelle. La pensée des Lumières prend racine. Des penseurs comme Locke, Rousseau et Montesquieu ont remis en question la monarchie absolue. Leurs idées ont trouvé un terrain fertile dans une France mûre pour le changement. Le concept de droit naturel de Locke a trouvé un écho profond. Les écrits de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs ont fourni un modèle pour une répartition plus équitable du pouvoir. Les idées des Lumières ont contribué à saper la légitimité de l'Ancien Régime. Les germes de la Révolution ont trouvé un terrain fertile dans les troubles sociaux et économiques. Section 1. Une convocation à la crise. Les États généraux se réunissent. En 1789, la France est au bord d'une crise monumentale. Louis XVI accepte à contre-cœur de convoquer les États généraux, une assemblée représentative des trois ordres. Le roi espère que cette assemblée, réunie à Versailles en mai 1789, apportera une solution à la crise financière. Cependant, les États généraux deviennent un creuset pour la Révolution.
la structure des États généraux met en évidence les profondes divisions de la société française. Le clergé et la noblesse votent souvent à l'unisson, mettant en minorité le tiers-État. Le tiers-État arrive à Versailles avec sa propre liste de doléances, exigeant une réforme financière et une plus grande représentation politique. Alors que les tensions s'exacerbent, le décor est planté pour une confrontation dramatique. La Révolution commence à fermenter, portée par les vents du changement qui balayent la France. Section 2. Un serment de défi. Le serment du jeu de paume et la naissance de l'Assemblée nationale. L'impasse des États généraux atteint un point de rupture en juin 1789. Le 17 juin, frustré par l'intransigeance du premier et du deuxième ordre, le tiers-État prend une mesure audacieuse, se déclarant. Assemblée nationale, il invite les autres ordres à le rejoindre. Cet acte de défiance marque un tournant décisif dans la Révolution française. Interdite de séjour, l'Assemblée nationale se réfugie dans une salle de jeu de paume voisine. Là, ils prêtent un serment solennel, s'engageant à ne pas se séparer tant que la France n'aura pas de constitution. Ce serment résonne dans tout le royaume, capturant l'imagination d'un peuple avide de liberté. C'est un symbole puissant de la force et de la résolution croissante du mouvement révolutionnaire. Le serment du jeu de paume galvanise la nation. À Paris, la nouvelle du défi lancé par l'Assemblée est accueillie avec un large soutien. Les citoyens ordinaires, inspirés par le courage de leurs représentants, commencent à se mobiliser. La Garde nationale, une milice citoyenne formée sous la direction du marquis de Lafayette, voit le jour pour contester l'autorité des troupes du roi. La Révolution, autrefois confinée aux salles de Versailles, se répand dans les rues, alimentée par l'énergie et la détermination du peuple. Le roi, confronté à une pression croissante, reconnaît à contre-cœur l'Assemblée nationale. Le premier et le deuxième ordre commencent progressivement à rejoindre l'Assemblée nationale. L'ancien ordre lutte pour conserver son emprise sur le pouvoir. Le serment du jeu de paume a irrévocablement modifié le cours de l'histoire de France. Section 3. La prise du ciel d'assaut, la prise de la Bastille et la Grande Peur. Alors que juillet 1789 pointait, la tension régnait à Paris. Le renvoi de Jacques Necker par Louis XVI a attisé la colère populaire. Des rumeurs se sont répandues, alimentant la crainte d'une répression royale. Les Parisiens se sont armés, prêts à défendre leur liberté. Le 14 juillet, des milliers de personnes ont marché sur la Bastille, symbole de la tyrannie royale. La prise de la Bastille est devenue un moment déterminant de la Révolution française. La chute de la Bastille a envoyé une onde de choc à travers la France et l'Europe. Elle a démontré le pouvoir de l'action collective. Les révolutionnaires de toute la France ont été encouragés, ce qui a inspiré des soulèvements similaires. La Révolution était descendue dans la rue. Dans la foulée, la Grande Peur s'est emparée des campagnes. Les paysans ont attaqué les châteaux et détruit les archives féodales. La Grande Peur a brisé les derniers vestiges du féodalisme. La prise de la Bastille a transformé le paysage politique et social de la France. La Révolution avait libéré des forces qui allaient remodeler la nation. Section 1. Un royaume transformé. L'avènement de la monarchie constitutionnelle. La prise de la Bastille a marqué un tournant décisif. L'autorité de la monarchie a été ébranlée. L'Assemblée nationale a entrepris de démanteler l'ancien régime. Le féodalisme a été aboli en une seule nuit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a proclamé l'égalité et la liberté. La France a connu une profonde transformation. La monarchie absolue a cédé la place à la monarchie constitutionnelle. L'autorité du roi était désormais partagée avec des représentants élus. L'Assemblée nationale est devenue le centre de gravité politique. La transition a été semée d'embûches. Le roi nourrissait des réserves en privé, ce qui alimentait la méfiance. L'aristocratie bouillonnait de ressentiment. L'Église s'est retrouvée en désaccord avec le gouvernement révolutionnaire. La Révolution était un processus continu. La monarchie constitutionnelle était confrontée à des crises financières, à des bouleversements sociétaux et à des menaces extérieures. La Révolution était loin d'être terminée. Section 2. La fuite vers le désastre. La fuite manquée de la famille royale. À l'aube de 1791, les tensions couvaient.
La destination finale de la Révolution était incertaine. Louis XVI était mal à l'aise sous l'œil vigilant de l'Assemblée nationale. Marie-Antoinette est devenue un point de mire de la colère populaire. La famille royale a décidé de fuir Paris. Le 20 juin 1791, ils se sont échappés du palais des Tuileries. Leur destination, Montmédy. Leur évasion s'est soldée par un échec retentissant. La fuite de la famille royale a été un cauchemar logistique. Ils ont éveillé les soupçons à chaque tournant. À Varennes, leur évasion a échoué. Reconnus par un maître de poste local, ils ont été contraints de rentrer à Paris. La nouvelle de la fuite du roi s'est répandue, transformant son image. Cette fuite manquée a eu de profondes conséquences. Elle a creusé le fossé politique et alimenté les factions radicales. L'Assemblée nationale a subi des pressions croissantes pour déposer le roi. La Révolution a commencé à envisager un avenir sans roi. La fuite à Varennes a modifié le cours de la Révolution française. Section 1. Une république née dans le sang. La fin de la monarchie. La fuite manquée à Varennes a sonné le glas de la monarchie. La tentative de fuite du roi a brisé la confiance. L'image de la famille royale en fuite était une accusation puissante. L'Assemblée nationale a subi des pressions de la part des factions radicales. La prise du palais des Tuileries, le 10 août 1792, a marqué un tournant. Une foule a submergé les gardes du palais. La famille royale s'est réfugiée au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a suspendu le roi et a appelé à une nouvelle convention nationale. La proclamation de la République française, le 21 septembre 1792, a été un moment décisif. Une grande puissance européenne avait aboli sa monarchie. La République française était une expérience audacieuse d'autogouvernement. Les idéaux de la République allaient trouver un écho bien au-delà de la France. L'abolition de la monarchie n'était qu'un début. La jeune République était confrontée à la guerre, à l'effondrement économique et aux divisions internes. L'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, a encore radicalisé la Révolution. La République française allait bientôt être confrontée aux pulsions les plus sombres de la ferveur révolutionnaire. Section 2. La terreur, vertu et vengeance. La terreur, de 1793 à 1794, reste controversée. Elle visait à éliminer les ennemis intérieurs et à sécuriser la République. Le comité de salut public s'est arrogé des pouvoirs extraordinaires. Les tribunaux révolutionnaires ont envoyé des milliers de personnes à la guillotine. La guillotine est devenue le symbole de la soif de sang de la Révolution. Des nobles, des prêtres, des paysans et des révolutionnaires ont été victimes de la terreur. La terreur n'était pas seulement une violence d'État, ses partisans cherchaient à refaire la société. Les églises ont été fermées, les symboles religieux détruits. L'éducation a été réformée et un culte de la raison a été promu. L'impact de la terreur a été profond et durable. Elle a laissé un héritage de peur et de division. Elle a réussi à réprimer les soulèvements et à sécuriser les frontières. La terreur reste un rappel des dangers d'un pouvoir incontrôlé. Elle met en évidence la mince frontière qui sépare le zèle révolutionnaire de la tyrannie. Section 3. La fin de la terreur. Thermidor et ses suites. À l'été 1794, la terreur avait atteint son apogée. La France aspirait à la stabilité. Les excès de la terreur ont sapé son soutien. La Révolution s'était retournée contre elle-même. La chute de Robespierre a marqué un tournant. Le 27 juillet 1794, Robespierre est condamné. Son exécution marque le début de la réaction thermidorienne. Thermidor a cherché à démanteler la machine de la terreur. La monarchie n'a pas été restaurée. Thermidor a inauguré une période de stabilité et de modération. La Convention nationale a rédigé une nouvelle constitution. Le Directoire, un organe exécutif composé de 5 membres, a été créé. Le Directoire a été aux prises avec la corruption et les difficultés économiques. La Révolution française est entrée dans une nouvelle phase. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont continué à inspirer. Une république à la dérive, les défis du Directoire. Le Directoire était confronté à une tâche colossale. Il cherchait à concilier républicanisme et ordre. Le Directoire a été conçu pour empêcher la tyrannie. Cependant,
il a été miné par l'instabilité. Ses membres ont eu du mal à assurer une direction cohérente. Le pouvoir législatif était turbulent et peu coopératif. Le peuple français aspirait à la paix et à la stabilité. Les malheurs du Directoire ont été aggravés par des difficultés. L'économie peinait à se redresser. L'inflation a grimpé en flèche. Les pénuries alimentaires ont persisté. La guerre contre l'Autriche a épuisé le trésor. Le Directoire a eu recours à des mesures autoritaires. Les idéaux de la Révolution semblaient en s'estomper. La liberté était de plus en plus limitée. L'égalité sonnait creux dans une société divisée. La fraternité semblait un rêve lointain. Le Directoire a présidé au lent démantèlement de la Révolution. L'ascension du général, Napoléon Bonaparte, entre en scène. Au milieu des troubles du Directoire, un jeune général a captivé la nation. Napoléon Bonaparte. Né en Corse, Napoléon a gravi les échelons de l'armée française pendant la Révolution. La campagne d'Italie de Napoléon a fait de lui un héros national. Ses manœuvres audacieuses et son charisme ont captivé le peuple français. Napoléon a cultivé son image de sauveur de la France. Le Directoire l'a envoyé conquérir l'Égypte. Bien que la campagne d'Égypte ait échoué, elle a renforcé sa légende. Ses victoires et son aura de mystère ont accru sa popularité. En 1799, le Directoire était au bord de l'effondrement. Napoléon retourna en France, accueilli avec liesse. Le décor était planté pour une prise de pouvoir spectaculaire. La Révolution française entrait dans une nouvelle phase. Napoléon tenait désormais le destin de la France entre ses mains. Une nouvelle ère s'ouvre, l'héritage de la Révolution. La Révolution française a laissé une marque indélébile sur la France et le monde. Elle avait débuté avec de grands espoirs de liberté, d'égalité et de fraternité. Des citoyens ordinaires se sont levés pour réclamer leurs droits. Pourtant, elle a sombré dans la violence et la répression. Le règne de Napoléon est le produit des forces libérées par 1789. Il a consolidé les acquis de la Révolution, balayant le féodalisme. Ses armées ont répandu l'influence française à travers l'Europe. L'héritage de la Révolution est complexe et controversé. Les idéaux de 1789 ont continué à résonner longtemps après. Les échos de 1789, l'importance durable de la Révolution française. La Révolution française continue d'exercer une puissante emprise sur notre imaginaire collectif. Ces idéaux invoqués par ceux qui luttent pour la liberté, l'égalité et la justice. Elle nous rappelle la fragilité du pouvoir et la capacité humaine au bien comme au mal. La terreur constitue un avertissement contre les excès du fanatisme. La Révolution française témoigne de la quête humaine de liberté, d'égalité et de fraternité.